Julie, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton métier en ce moment chez Alma? Donc, en quoi ça consiste concrètement être PMM chez Alma, même si après on détaillera, et surtout ce que c'est que Alma. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, déjà, Alma, c'est une solution de paiement en plusieurs fois pour les commerçants et les consommateurs. C'est-à-dire qu'on va offrir à nos commerçants une solution de paiement qu'ils vont pouvoir intégrer sur leur boutique en ligne, mais aussi en magasin, pour permettre à leurs clients de payer en plusieurs fois et donc d'étaler leur paiement. Et donc, du coup, moi, j'ai rejoint Alma il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant, tout début 2022. Et l'objectif, c'était de créer concrètement et structurer la fonction product marketing pour Alma. Et du coup, depuis, j'ai une équipe de 3 personnes avec moi qui m'accompagnent sur ce poste. Donc, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Ok, trop bien. Est-ce que si on s'attachait à donner, mais tu vois, plus seulement sous le prisme de toi, ton expérience chez Alma, une définition générique de ce que c'est que être PMM, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, le product marketing manager, en fait, il est garant du product market fit. Et on en reparlera plus tard, mais il est aussi garant du maintien d'un avantage concurrentiel qui soit durable Ok. pour les différentes offres et pour l'entreprise. Et il est la voix du marché. Et pour ça, il va en fait, pour moi, connecter le marché, le business et les produits pour pouvoir construire des offres qui soient pertinentes, qui soient du coup attrayantes aussi pour la bonne audience qui a été choisie et au bon moment. Ok. Donc, si on devait, par exemple, tu vois, si on devait donner des espèces de grandes familles, des missions d'un ou d'une PMM, ce serait du coup un peu avoir cette vision business, en tout cas connaissance du marché, être capable du coup de définir l'audience, ou ça, on serait plutôt vers le rôle du marketeur pur. Non, effectivement, ça fait partie des 3 grandes catégories de missions du product marketing. En fait, pour moi, déjà, la raison d'être du product marketing dans une boîte et son objectif principal, ça va être de générer du revenu, Ok. à la fois par l'acquisition, mais aussi au travers des clients existants qui sont une source de revenus importante et Mhm. de driver de l'adoption produit. Ok. Et pour ça, pour construire, pour pousser les offres, en fait, il va y avoir 3 grands pans. Et le premier, c'est effectivement connaître le marché sur le bout des doigts. C'est ce qu'on va appeler l'intelligence marché. Donc, c'est connaître toutes les dynamiques et les tendances du marché qui vont impacter les clients de l'entreprise. Mhm. C'est connaître ses clients de fond en comble. On va les appeler les buyers. Donc, c'est connaître leurs besoins, leurs enjeux, les déclencheurs d'achat, pourquoi est-ce qu'ils choisissent tel ou tel type de solution, quels sont les canaux d'information ou marketing qu'ils utilisent. Et puis, connaître par cœur la concurrence, voir si c'est possible, pouvoir anticiper leurs mouvements pour du coup garder toujours cet avantage concurrentiel. Le deuxième point, c'est la construction des offres et les lancer sur le marché. Donc, c'est ce qu'on va appeler le go-to-market. Ouais. Donc, c'est faire de l'acquisition avec les growth, c'est écrire les messages marketing et vraiment construire cette offre qu'on va pousser. Et évidemment, mesurer les résultats et les itérer. Et puis, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les équipes internes soient au bon niveau de connaissance sur ces offres et puis surtout tout l'aspect marché qu'on a étayé. Ok. Euh, Encore une fois, sans prendre l'exemple d'Alma, mais comment est-ce que, enfin, tu vois, quelles interactions il pourrait y avoir entre, enfin, il y a entre, du coup, le pôle PMM et des autres équipes comme, bah, du coup, c'est le produit, c'est le market, c'est le sales aussi parfois, ça peut être le cas. Ouais, les interactions avec le produit, elles sont nombreuses. Clairement, avec les produits, on est les meilleurs amis. On travaille du coup main dans la main avec eux et on est en fait co-garant de ce product market fit avec le produit Ok. et de cette adoption produit. Et avec les autres équipes, et notamment les équipes commerciales, mais aussi souvent les équipes Customer Success, on Mhm. va être en fait un enabler et un vecteur d'information, de formation même, et d'outils pour les aider du coup à être au bon niveau et à porter les bons messages sur les offres aux différents clients.
Et avec les équipes marketing growth, on va beaucoup travailler sur leur mettre à disposition les messages et les audiences pour du coup activer les différents canaux d'acquisition. Ok. Tu vois, quand je cherchais un petit peu du coup des éléments et tu vois, des questions pertinentes pour ce moment, je me rendais compte, et c'est ce que j'ai dit du coup en intro, mais qu'il y a assez peu de documentation sur, en tout cas qui soit francophone sur ce métier-là, cette discipline, cet univers. Comment ça se fait qu'en France, on en entend parler depuis moins de temps qu'aux États-Unis? Et est-ce que tu as par exemple un petit historique aussi à nous partager sur ce métier-là aux US? En réalité, aux US, le métier de product marketing, il est apparu dans les années 1930 à peu près, dans les métiers de la grande distrib. Mais c'était aussi beaucoup mélangé avec le métier de product manager à l'époque, et c'est aussi ce qui s'est passé en France. Et c'est un métier qui a tardé à se développer dans les structures plus petites, puisque dans les structures assez grandes en France et dans les entreprises américaines qui étaient implantées en France, le métier en fait était déjà développé depuis un moment. Okay. Il se développe de plus en plus, notamment dans la tech, où là, il y avait un besoin vraiment prégnant sur ces dernières années. Ok. Et donc, tu vois, même dans ce secteur de la tech, est-ce que pour toi, c'est pertinent pour toutes les boîtes d'avoir un ou une PMM? Est-ce que ça s'intègre plutôt dans une réflexion selon le stade de développement de l'entreprise dont on parle? C'est quoi ton sentiment là-dessus? Ouais, je pense que pour les entreprises très early stage, le product marketing en tant que fonction à part sera peut-être pas forcément pertinent. Je pense qu'il y a 3 déclencheurs qui peuvent nécessiter du coup un product marketing. Le premier, c'est on a envie de s'attaquer à cette partie vraiment connaissance du marché, des bailleurs et formalisation de cette connaissance pour en faire un outil de vente. Et c'est notamment le cas quand ces missions peuvent plus être portées par les fondateurs ou par les product managers, parce que c'est souvent comme ça que ça démarre. Le deuxième déclencheur, c'est quand on veut aller un cran plus loin sur du lancement de produit et donc commencer à le structurer, commencer à le scaler parce qu'il y a de plus en plus de produits ou de fonctionnalités qui sont lancées. Et le troisième, c'est quand le product market fit n'a pas forcément encore été trouvé. Et du coup, là, le product marketing a un vrai sens. Ok. Si on se focus un peu sur les... pas seulement les missions, mais ce dont on a besoin en termes de hard et soft skills pour justement mener à bien ces missions dont tu as parlé, qui est du coup un peu l'élaboration de la stratégie go-to-market, cette connaissance de l'audience, voilà, un peu ce double prisme qui est celui de la connaissance vachement fine du produit, mais aussi du marché, donc un peu une connaissance business. Pour toi, qu'est-ce qui est important? C'est une veille, c'est en termes de hard et soft skills? Alors, déjà, je pense que le product marketing, il y a beaucoup plus de demandes autour des soft skills. En tout cas, moi, c'est les premières choses que je vais regarder. Après, si je devais citer trois hard skills spécifiques, je pense que la première, c'est vraiment la gestion de projet. Parce qu'on est avec les go-to-market, on est sur de la gestion de projet pure, de devoir coordonner des plans d'action avec des actions qui ne sont pas forcément réalisées par le product marketer. Donc, ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Le deuxième point, c'est avoir une appétence ou un sens du business et des capacités analytiques, puisqu'on est en permanence en recherche de ROI et de devoir mesurer les KPI des actions qu'on réalise. Et je pense que le troisième point, c'est des compétences en storytelling et rédaction de messages impactants, en français comme en anglais d'ailleurs la plupart du temps, et parfois même en anglais d'abord. Okay. Donc ça c'est pour la partie hard skills, je pense les 3 compétences principales. Si on parle des soft skills, si je devais en citer que quelques-unes, je pense qu'il y a cette partie curiosité qui est hyper importante parce qu'effectivement, justement, comme il y a beaucoup de parties de veille, d'études de marché, c'est important d'être curieux et créatif pour aller trouver des moyens de récupérer des informations. Le deuxième point, c'est pour moi la partie leadership et influence.
Ça se rapporte avec leur skill de gestion de projet, mais c'est que un PMM va devoir du coup faire du management transverse avec d'autres équipes dont il va avoir besoin, et donc avoir des compétences en leadership et réussir à fédérer autour de son projet, ça va beaucoup aider. Et puis, je pense que le dernier point, c'est d'être dans une approche de problem solver. Et du coup, ça revient un peu avec cette créativité, c'est de se dire, en fait, on est en permanence à la recherche de nouvelles opportunités et de solutions pour tacler des problèmes potentiellement côté sales, côté CS. Et du coup, apporter des nouveaux outils, des nouvelles solutions et des nouvelles opportunités en permanence, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur du coup une des soft skills qui du coup serait d'avoir cette appétence ou du coup cette capacité à fédérer ou en tout cas du coup à manager mais des personnes assez différentes, en tout cas qui du coup mènent des missions assez différentes, qui ont des responsabilités différentes. Mais du coup, est-ce que c'est pas difficile, donc là on peut plus parler de Alma, mais tu vois je pense, de mémoire, le PMM est arrivé après, du coup, le pôle PMM est arrivé après market et product. Mais du coup, est-ce que c'est pas difficile justement d'arriver avec un management qui se veut transverse, là où du coup les équipes sont bien installées? Je sais pas si je suis très claire dans ma question. Ouais, en fait, je pense que l'avantage du PMM, ça va vraiment être de coordonner justement ces activités qui sont potentiellement déjà réalisées par le produit et déjà réalisées par les sales et le business. Et en fait, il manque un peu ce lien entre les deux. Oui, ok. Et il y a aussi toute la partie quand même messaging et storytelling qui souvent est portée par les sales déjà initialement. Ouais. Mais du coup, ils aiment avoir une approche un peu plus marketée de ce qu'ils font, et le produit est de mémoire toujours ravi qu'on embellisse ce qu'ils produisent. Mais finalement, tu vois, dans notre titre, on aurait pu, au lieu de mettre juste PMM à la croisée de deux mondes, en fait, c'est un peu de trois finalement. Parce qu'on pourrait compter complètement les sales, parce qu'il y a ce truc très fort, storytelling, qui est commun du coup à ces deux équipes. Tout à fait, ouais, carrément. Je pense que effectivement le product marketing est justement parce qu'il connecte toutes ces équipes, il est vraiment effectivement à la croisée du produit, du marketing et du business au sens large, quoi. Pour revenir sur ce que tu disais sur tu vois, les soft et les hard skills, du coup, en intro, tu nous disais que tu as trois personnes du coup avec toi sur ce secteur-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu leur profil? Est-ce que elles et eux viennent déjà d'un monde market ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont montés en compétences, enfin, pas en même temps que ça, mais par ton management, entre guillemets? Enfin, c'était quoi un peu leur profil? Ouais. Donc du coup, effectivement, j'ai trois personnes qui travaillent avec moi en product marketing, et elles ont toutes entre 2 et 4 ans d'expérience en product marketing. Deux d'entre elles avaient des expériences dans la tech déjà, et une pas du tout dans la tech, et c'est ce que je trouvais intéressant d'avoir du coup un profil différent et complémentaire. Et elle, en plus, avait travaillé dans une structure beaucoup plus grande qu'Alma, et donc du coup elle apporte aussi des choses intéressantes en termes de structuration, de process et puis d'évolution de la fonction de product marketing. Okay. Donc voilà, elles avaient toutes déjà de l'expérience, et c'est ce que je voulais pour pouvoir avoir des piliers pour la construction de cette équipe dans les premières phases de la création de la fonction. Ok. Pour les personnes là, donc, qui nous écoutent, on a vu au tout début que du coup vous étiez déjà pas mal en poste de PMM, mais pour celles et ceux qui découvrent complètement ce métier, est-ce que du coup les responsabilités, le champ d'action et d'exécution de la PMM vous semble clair dans ces grandes lignes? Parce que là du coup on a essayé de poser un petit peu les bases, des notions assez théoriques, voilà, de décrypter un petit peu. Mais maintenant, du coup, on va passer à l'expérience de Julie et concrètement, comment est-ce que ça peut se mettre en place. Mais n'hésitez pas, si vous voulez revenir sur une définition ou, je ne sais pas, une responsabilité, utilisez le chat pour nous dire.
Julie, tu peux nous dire si le PMM existait déjà quand toi tu es arrivée du coup il y a un peu plus d'un an. Comment est-ce que c'était structuré si c'est le cas? Comment est-ce que toi tu as fait pour structurer si ce n'était pas le cas? Ouais, donc il y avait déjà une personne qui était en freelance Ok. PMM depuis 2 mois quand je suis arrivée. Elle était arrivée parce que il y avait eu une identification en interne et notamment côté PM en place d'un besoin de product marketing. Et donc, elle Ok. avait déjà fait pas mal de choses quand je suis arrivée. Elle avait fait notamment un premier niveau de communication produit avec des newsletters qui étaient déjà en place. Elle avait fait du lancement de produits avec un enablement spécifique pour les équipes en place. Et puis, il y avait déjà un premier niveau d'analyse de la concurrence qui avait été fait côté produit avant même que cette personne arrive. Ok. Et donc, du coup, quand je suis arrivée, l'objectif, ça a été vraiment de poser les bases du product marketing pour qu'on puisse ensuite évoluer et structurer en fait la fonction. Donc, pendant les 6 premiers mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé toute la partie intelligence concurrentielle. Donc, on a pris la matière qui existait déjà et puis on a fait de l'étude complémentaire et on a construit cette base de battle cards du coup avec les argumentaires spécifiques pour la partie commerciale. On a construit les buyers persona, donc cette connaissance fine des personnes qui achetaient la solution Alma pour leur commerce. Oui. Et puis on a structuré l'approche go-to-market, donc à partir de ce que du coup la freelance avait déjà fait, on a templatisé, processisé la partie go-to-market avec l'aide du produit pour s'assurer qu'ils étaient aussi partants dans ce projet. Donc, on a créé en fait 3 niveaux différents de lancement produit en fonction de la typologie de fonctionnalité. Et puis ensuite, on a déroulé les premiers go-to-market avec la création de contenus clés aussi et qui nous servent encore aujourd'hui de modèle pour toutes les communications qu'on prépare. Ok. Sur le, je te l'ai même pas demandé, mais toi, ça faisait un moment que tu évoluais dans le PMM, on est d'accord? Ouais. Ouais. Moi, du coup, ça fait quasiment 10 ans que je fais du product marketing. J'ai passé 3 ans chez Microsoft dans la filiale française sur le produit Windows pour le B2B. Ensuite, j'ai passé 6 ans chez Talentsoft, qui était un éditeur de SIRH, dans une équipe où on était 3 à 5 PMM. Et du coup, j'ai participé avec ces PMM à la croissance et arriver jusqu'à maturité de cette équipe. Donc voilà, j'avais effectivement déjà de l'expérience en product marketing dans la tech B2B avant d'arriver chez Alma. Ok. Et par contre, mais pas forcément une connaissance fine du marché des solutions de paiement. Ça, du coup, c'est plus, on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, cette curiosité qui fait que, parce que je me demande en fait finalement à quel point, quand on prend un poste de PMM, on est censé supposer connaître le marché, tu vois, mais en fait finalement, ça se résume sur cette soft skill, c'est du coup cette capacité du coup à aller chercher, regarder sur le marché ce qui se fait ailleurs, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que le fait d'avoir travaillé dans la tech avant est un plus. Ouais. Ça aide pour comprendre les mécaniques, même les mécaniques de SaaS qui sont plus simples. Maintenant, effectivement, la partie marché, ça s'acquiert sur le tas. Quand j'ai rejoint Talentsoft, je connaissais pas trop les logiciels SIRH. Quand j'ai rejoint Alma, je connaissais pas les solutions de paiement ni de paiement fractionné. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas du tout ce marché. Et en fait, c'est quelque chose qui s'apprend en faisant effectivement ces recherches et ces études de marché. Si on revient sur les responsabilités, les missions, tu vois, les grandes familles de missions que tu nous as mentionnées tout à l'heure, on a parlé de Product Market Fit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de celui de Alma? Quand est-ce qu'il a été trouvé? Et plus global, peut-être j'étaillerai après sur les questions de PMF. Ouais. Déjà, qu'est-ce que c'est le PMF? Pour moi, le PMF, c'est le moment où le produit devient la solution évidente pour l'audience cible. Donc, c'est que le produit a trouvé son marché et son audience, et donc c'est le bon moment.
Chez Alma, l'avantage, c'est que le product market fit, il avait été trouvé très rapidement et donc il était déjà trouvé quand je suis arrivée. La raison principale, c'est qu'en fait, l'entreprise, elle a été fondée pour répondre à un besoin qui n'était pas adressé par les acteurs en place. Et donc, très vite, on a trouvé ce product market fit. Et c'était en fait les acteurs plutôt mid-market, ou en tout cas les plus petits acteurs, qui n'étaient pas du tout adressés par les acteurs en place, qui étaient donc les grosses banques. Donc très vite, on a trouvé ce product market fit. Et donc, le rôle du PMM sur ce sujet-là, quand on a démarré, ça a surtout été de bien comprendre ce product market fit, puisqu'on voyait bien qu'il était atteint, mais il a fallu qu'on le comprenne et comprendre quelle était cette audience. Et pourquoi finalement elle achetait notre produit, pourquoi elle en était satisfaite. Et du coup de le formaliser pour s'en servir justement pour nos lancements produits et le mettre en lumière par rapport aux concurrents en place et aux nouveaux concurrents qui sont arrivés très très vite sur le marché. Ok. Mais est-ce que le PMF, quand on dit qu'il est atteint, c'est au moment où du coup on voit qu'il il a trouvé, enfin que le besoin est vraiment adressé et qu'il a trouvé finalement son audience. Mais est-ce que c'est pas une notion qui évolue enfin pas qui évolue, mais tu vois, est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, le business adresse vraiment un besoin qui existe, mais en fait les besoins aussi évoluent. Est-ce que du coup finalement c'est un espèce de cycle justement qui rentre dans les missions du PMF et de s'assurer qu'en fait on répond toujours sans arrêt aux besoins de nos acheteurs ou acheteuses? Ouais, tout à fait. Le PMF, il dépend beaucoup de l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, que ce soit les dynamiques de marché ou les besoins des clients. Et donc, effectivement, il se peut que un produit soit évident pour une cible à un moment et qu'en fait, il le soit plus du tout quelques mois ou années plus tard. Donc, ce qui veut dire que il y a besoin parfois de faire des pivots complets dessus, et c'est ce qu'a fait Instagram, pour pas les citer, au tout début. Au début, Instagram, c'était une appli qui permettait de partager ses plans et ses photos sur la base de la localisation. Et en fait, ils se sont aperçus que la fonctionnalité qui était la plus utilisée, c'était le partage de photos. Et donc, en fait, ils ont fait un pivot pour réorienter toute leur stratégie et toute leur communication autour de ça, puisqu'il y avait un product market fit sur une feature très spécifique. Et du coup, on sait ce qu'Instagram est devenu aujourd'hui. Donc oui, le PMF, pour moi, est en constante évolution. Ouais. Ok. Et justement, le rôle de cette discipline-là, qui est du coup PMM, est de s'assurer qu'en fait ce PMF soit, ou la PMF, ouais, PMF, soit sans arrêt atteint, entre guillemets, en tout cas qu'on ne le perde jamais, quoi. Ouais, c'est ça, parce que du coup, quand le PMF est là, les clients comprennent l'intérêt du produit, ils l'achètent et en plus, ils sont ambassadeurs. Donc, en fait, ça devient un cercle vertueux. Et donc, il y a du revenu, les clients parlent spontanément du produit. Et donc, du coup, on est dans une dynamique qui est excellente. Et donc, le product marketing avec le produit, bien évidemment, est vraiment garant de maintenir toujours ce haut niveau de product market fit. Ouais. Ok. Et tu vois, si on s'extrait un petit peu, ou justement on essaie de rendre la chose, enfin en tout cas le PMF plus concret en termes de données ou en tout cas de KPIs. Alors oui, du coup on a dit qu'en fait finalement c'était quand les deux se rencontraient, le besoin et le business, en tout cas la réponse, la solution. Mais est-ce que du coup un PMF ça pourrait se traduire par des premières ventes ou des premières interviews utilisateurs, utilisatrices, enfin tu vois, assez concrètement comment est-ce que ça se mesure? Ouais, je pense que ça peut se mesurer déjà par un indicateur qui est le NPS, donc le Net Promoter Score, à partir du moment où il est bon, et donc on est plutôt autour de 50 à peu près, on est sur des entreprises qui ont vraiment un très bon Net Promoter Score. Donc c'est la velléité d'un client à recommander le produit, et je pense que ça c'est une des clés du PMF, c'est à partir du moment où il est élevé, ça veut dire que les clients sont vraiment des ambassadeurs. Et ensuite, effectivement, on a ce niveau de revenus et cette croissance de revenus qui normalement augmente. Et puis le troisième KPI, je pense que même si ça se mesure un peu plus dans la durée, c'est ce qu'on va appeler le lifetime value. C'est-à-dire, c'est combien de temps est-ce que le consommateur ou le client va utiliser le produit et va rester engagé
dans le produit. Donc, ça, on le mesure beaucoup sur la partie B2B, mais c'est vraiment la valeur du client ramenée au nombre d'années ou de mois de son utilisation du produit. Et là, on a un vrai indicateur aussi de ce product market fit, plus la lifetime value est élevée. Et vous, pour revenir sur le NPS, à quel, tu vois, quand est-ce que vous décidez que vous le poussez sur le produit? Est-ce que c'est à chaque usage d'Alma? Est-ce que ça pop-up dans un mail? Vous avez fait des tests là-dessus? Qu'est-ce qui fonctionne? En tout cas, Ouais, le NPS, on le mesure de manière mensuelle sur un panel différent de clients et on le pousse à 2 endroits. On le pousse par email parce que on a identifié que c'était encore un moyen de communication qui était beaucoup utilisé par nos commerçants et en tout cas par les personnes qui répondent au NPS. Et on a fait des tests plus récemment de le pousser directement dans notre tableau de bord qui est utilisé par les commerçants pour suivre leurs ventes. Ok. Et du coup, on a un petit message pop-up qui s'affiche pour pouvoir répondre au NPS en direct, en fait, en contexte, dans son environnement de travail. Et ça marche plutôt pas mal. Ok, trop bien. Sur la partie un peu très liée au business d'Alma, qui finalement est du B2C, euh, à quel point ça, pas réinvente, mais ça cadre différemment les façons de faire toi ton métier et du coup tu vois, réfléchir aux 3 postes qu'on s'est dit, tu vois, réfléchir au... Ah bah non, parce que du coup, buyer persona... Ouais, comment est-ce que ça fonctionne? Ouais. Donc du coup, dans l'équipe product marketing, on est concentré sur les bailleurs. Mais effectivement, comme on a 2 parties de la solution, les bailleurs, ils sont doubles. En fait, nos bailleurs principaux, c'est les marchands. C'est Oui, ceux à qui on va parler pour implémenter la solution Alma. Mais ouais. c'est vrai qu'il y a une partie de la solution qui est utilisée par les consommateurs, puisque c'est eux qui font le paiement. Et donc, dans Ouais. notre product marketing, il faut qu'on puisse adresser ces 2 cibles. Et puis très Ok. récemment, on a aussi lancé une application consommateur. Et donc, du coup, on va aussi travailler sur la partie consommateur en direct, puisque là, pour le coup, c'est les bailleurs, c'est les consommateurs directement. Ok, donc concrètement, ça veut dire que, ah oui, tu peux directement choisir de payer, même du coup avec ton appli via Alma sans forcément passer par le fait que les commerçants proposent ton service, c'est ça? Exactement, puisqu'on a Oh, lancé en fait une carte virtuelle qui permet de payer en 3 fois directement chez n'importe quel commerçant. En fait. d'accord. Donc, du coup, on a vraiment étendu notre offre de paiement en plusieurs fois à tous les commerçants. Ok, ça marche. Alors, j'ai vu je me remets dessus, Zoup, une question de Christelle, Julie, que je vais te poser. Comment vous récupérez les informations? Pourquoi le client a acheté le produit et pourquoi il est satisfait? Ah oui, ok. Donc c'est un peu c'est un peu la même question que le NPS. Comment est-ce que vous faites pour récolter les avis finalement de... Ouais, du coup, on a effectivement déjà pas mal d'informations côté NPS, puisqu'il y a un champ commentaire qui est très souvent rempli par les marchands. Ah, Et puis ensuite, très régulièrement, on fait en sorte d'être au contact de ces commerçants. Donc, on fait des interviews régulières, que ce soit dans le cadre d'études produits ou que ce soit juste pour récupérer des informations sur pourquoi ils sont satisfaits d'Alma, pourquoi est-ce qu'ils achètent, pourquoi ils sont prêts à payer notre solution. Donc, on fait régulièrement des interviews avec eux. Et puis, on fait aussi, vu qu'on a des commerciaux terrain qui s'occupent du coup des commerçants indépendants, on a l'occasion aussi régulièrement de faire des demi-journées à leur côté et donc pour pouvoir récupérer des informations en direct avec eux pendant ces visites. ok. Il y a oui, pardon, une question qui me venait. Ah oui, sur les interviews avec, par exemple, du coup, les acheteurs-acheteuses, c'est directement toi et ton équipe qui le faites ou tout dépend ou ça peut être produit aussi un petit peu. Oui, alors en général, le commercial ou la personne qui est euh, CSM nous accompagne et nous fait voilà, une introduction. Mais après, effectivement, le product marketing et ou le produit lead ces interviews. On a des guides d'entretien qui sont déjà tout prêts. D'accord. Et on discute en direct avec les commerçants qui sont toujours ravis de parler avec nous et d'être au plus proche presque de la stratégie et de la roadmap produit. Ok. Euh,
Il y a Léa qui pose une question sur euh, la partition entre du coup les PMM. Est-ce que tu les divises entre B2B et B2C ou justement vous travaillez ce funnel un peu global finalement parce que c'est très lié? Ouais, alors donc dans mon équipe, j'ai que des PMM full stack, donc qui font l'intégralité des missions dont j'ai parlé au début. Il se peut que dans certaines entreprises, notamment quand l'équipe est mature, on sépare les missions, ça arrive. Du coup, chez Alma, on a des PMM full stack et en fait, on est répartis par offre. Donc, on a une personne qui est sur l'offre online, puisque ça adresse des typologies de marchands qui sont spécifiques. Okay. Mais du coup, elle adresse toutes les verticales et toutes les tailles d'entreprise. On a une personne qui est plutôt sur l'offre in-store, donc en magasin, pareil, avec toutes les tailles d'entreprise et toutes les verticales. On a une personne qui est plus dédiée à l'offre expérience marchand, donc tous les outils qu'on apporte aux marchands et les intégrations techniques qu'on propose. Et puis, moi, je m'occupe de la partie consommateur, donc de l'offre en direct vers les consommateurs. Donc, c'était vraiment un parti pris de faire cette répartition par offre pour pouvoir adresser l'intégralité du périmètre du product marketing et du coup de devenir le responsable de tous les produits du coup qui vont dans cette offre. Ok, mais par exemple, c'est possible que dans le futur, ce soit plutôt que vous pensiez la chose plutôt en termes de B2B, B2C. Tout à fait, ouais, c'est tout à fait possible. C'est aussi possible qu'on finisse par se répartir par rapport à la taille des entreprises qu'on n'adresse pas de la même façon. Donc oui, c'est une organisation qui est évolutive. Ok. Alexandre aussi sur la partie un petit peu organisation qui demande à quel C-level la team PMM, donc la tienne, est-elle rattachée? Est-ce que c'est plutôt au product, marketing, sales ou bien un CPMM? Ouais, c'est une excellente question. Effectivement, chez Alma, le PMM est rattaché au CRO. Donc, on fait partie de l'équipe marketing d'Alma, de l'équipe marketing corporate, mais l'équipe marketing est rattachée au Chief Revenue Officer et donc au business. Okay. Donc, on est vraiment dans la même équipe que les sales, que les CS et les équipes partenariats. Ok. C'est pour ça qu'une des premières définitions que tu as pu nous donner sur PMM, c'était en fait finalement d'assurer, la grande responsabilité de cette équipe, c'est d'assurer le revenu parce que du coup, vous êtes rattaché à ce. Ouais. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions plutôt sur la partie orga, mais ma prochaine était plutôt, j'ai lu quelque chose sur le PMM, donc je te le dis et tu me diras ce que tu en penses, d'accord? Ouais, très bien. Alors, ce qui le différencie du PM, donc Product Manager, c'est qu'il ne se focalise pas sur les users, mais sur les buyers, donc la voix du marché, qui est du coup cette compréhension des motivations d'achat et de non-achat et des acheteurs. Et donc, c'est un CMO qui a dit ça. Est-ce que tu es OK avec ça et tu peux nous étayer peut-être par tu vois, des trucs un peu concrets? Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est d'autant plus vrai quand les bailleurs sont pas forcément les users. Chez Alma, notamment, le PMM, il est vraiment responsable de l'offre, donc de ce qu'on va vendre commercialement, et donc des bailleurs, puisque ce sont ceux qui achètent l'offre. Et le produit, lui, il va se concentrer plutôt sur l'utilisation et l'adoption du produit, et donc plus sur les users. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'était aussi pas mal le cas chez Talentsoft, même s'il y avait certains cas où le bailleur était aussi le user. Mais oui, c'est une des grandes dichotomies entre le PM et le PMM. Ok, parce que je voyais aussi en tout cas dans les peut-être incompréhensions ou malcompréhensions des champs d'action de PMM vs PM, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui pensaient que du coup le fait qu'il y ait PMM rendait pas désuet, mais tu vois, rendait impossible les missions du PM. C'est pas du tout ton point de vue à toi et surtout pas la façon dont ça fonctionne chez Alma. Non, non, pas du tout. Et ça fonctionnait pas comme ça non plus dans les autres entreprises. En fait, le PMM, il va aussi être un relais et un catalyseur de tout ce qui est fait par le PM auprès des équipes business ou en tout cas auprès des équipes qui sont en contact avec le client. Donc, à la fois, il va apporter cette connaissance marché
au PM, du coup, pour qu'il puisse l'infuser dans ses développements produits, dans sa roadmap, dans les discoveries qu'il va faire. Et de l'autre côté, le PM va apporter du coup des nouvelles fonctionnalités qui répondent à ses besoins et charge au PMM de les faire briller et de les lancer pour qu'elles aient le succès qu'elles méritent. Donc, c'est vraiment un duo très fort plutôt que deux métiers qui s'opposent en réalité. Ok. Et bien justement, ça donne une bonne suite du coup avec la question de Léa qui demandait les rituels, les routines qui sont mises en place entre ton équipe PMM et l'équipe produit. Ouais. Déjà, chaque PMM peut participer à tous les rituels produits. On est invité à l'ensemble des rituels, que ce soit les partages de roadmap, les démos de fin de quarter où on présente tout ce qui a été développé. On fait aussi des sessions de deep dive sur des sujets. On peut participer aux différentes interviews utilisateurs et à toutes les réflexions en termes de design aussi, d'expérience client ou marchand. Et puis après, on a des rituels très spécifiques par offre. Et donc, ça se décline dans les équipes produits. Et où là, on fait des points sur les go-to-market et les différentes études produits et marchés qui sont en cours. Et donc, ça se fait avec 3 personnes. Donc, on a le PM, le PMM, et on a la chance chez Alma d'avoir des product designers qui nous accompagnent aussi dans ces rituels. Ok. On reviendra peut-être après sur la question de go-to-market parce que j'ai une question qui me venait, mais de toute façon, tu l'avais déjà pas mal dit, ce grand bras dans PMM qui est du coup de cette capacité de raconter des histoires autour du produit. Donc, je pense que tu vas être d'accord avec cette même personne là dont je citais la citation qui a écrit, donc selon moi, le rôle du PMM est de créer une histoire autour de la roadmap produit qui permettra aux sales d'avoir un meilleur discours. Tu es évidemment du coup d'accord avec ça? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et au product marketing et en plus chez Alma, ça se traduit par 2 points. Il y a vraiment cette notion d'offre qui est comment est-ce que je raconte une histoire et comment est-ce que je construis justement tout un message autour de produits pour pas être dans la fonctionnalité pure, mais plus raconter tous les bénéfices autour de ce ou ces produits. Et puis, il y a aussi tout le storytelling autour de l'intelligence concurrentielle. C'est comment est-ce que je raconte l'histoire de mon entreprise ou de ce qui me différencie par rapport à l'histoire qui est racontée par les concurrents et comment est-ce que je me positionne par rapport à cette histoire-là, voire potentiellement par rapport aux objections qui sont poussées par les concurrents et qui disent telle ou telle chose sur mon entreprise ou sur mon produit. Ok, mais pour une solution comme Alma, par exemple, où en fait finalement vous êtes arrivé Prums sur le marché, du coup c'est finalement un discours qui se ficelle au fur et à mesure selon l'entrée des concurrentes. Ouais, qui s'est ficelé au fur et à mesure. Effectivement, les premiers pitchs qu'on faisait, c'était vraiment par rapport aux acteurs historiques. Et pour être honnête, c'était assez facile d'expliquer comment on se différenciait. Néanmoins, comme on était tout jeune, il fallait quand même prouver notre légitimité. Et comme nous, en plus, on n'est pas du tout affilié à une banque, il a fallu qu'on rassure. Et puis ensuite, au fur et à mesure, il y a effectivement plein d'acteurs qui sont arrivés en France, notamment parce qu'il y en avait qui existaient en Italie et en Suède, qui sont arrivés plus récemment. Et là, on a dû étayer notre argumentaire puisque c'est des acteurs qui sont un tout petit peu différents des banques, qui étaient très nouveaux, qui sont très orientés sur les consommateurs, alors que nous, on est très orientés sur les commerçants. Et du coup, on a effectivement continué à construire cet argumentaire et ce storytelling. Et aujourd'hui, il continue à évoluer puisque le marché se tend énormément avec le contexte macroéconomique, mais aussi parce qu'il y a un taux d'équipement des commerçants qui est beaucoup, beaucoup plus élevé. Et donc, on est beaucoup plus sur un messaging qui est très affiné et qui vraiment pointe sur des parties très, très spécifiques de ce qu'attendent les commerçants de notre solution. Et du coup, tu as commencé un petit peu à
à parler de ça, mais je me disais que ça pouvait être intéressant que tu nous dises un petit peu comment est-ce qu'on fait pour construire une histoire autour du produit. Donc, tu as commencé un petit peu à nous dire que finalement, la connaissance des autres acteurs et actrices sur le marché, ça a aussi étayé le propre discours qu'on avait sur sa solution. Mais du coup, à part cette intelligence et du coup cette intégration du marché dans ce qu'on va raconter de notre produit, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Qu'est-ce qui est important de raconter autour de notre produit? Ce qui est hyper important, c'est de s'assurer qu'on a bien une connaissance hyper fine et une compréhension de l'audience, Okay. de savoir ce qui l'anime, quels sont ses enjeux, le contexte dans lequel elle évolue, ses déclencheurs d'achat. Parce qu'en fait, cette histoire, elle va se construire autour de ça et elle va venir répondre à cette audience en apportant du coup des éléments qui sont concrets et hyper impactants sur ces sujets et qui du coup va les inspirer et prouver qu'on a compris leurs besoins et que du coup on répond exactement à ce qu'ils attendent et pas juste à côté de manière générale. Donc en gros, pour moi, l'histoire, le storytelling, c'est je comprends votre besoin et vos enjeux et mon offre, elle y répond de telle manière et surtout elle est différente du reste du marché pour telle raison. Ok. Donc en fait, on démontre à travers le storytelling notre bonne compréhension de qui on a face à nous. En fait, donc ces deux missions-là sont hyper liées. Je voulais revenir sur la troisième dont tu nous parlais du coup, qui était de structurer les stratégies go-to-market. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Et si tu peux nous donner un exemple de ce que tu as pu voir chez Alma. Ouais. Donc concrètement, un go-to-market, c'est un plan d'action de lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité. Donc en fait, il va se composer de plusieurs typologies d'actions à réaliser par le PMM ou pas. Et donc du coup, dedans, on va retrouver notamment des notions de stratégie et de positionnement, donc la définition du pricing, la définition justement des bénéfices clés, du messaging. Et puis aussi regarder ce qui se passe côté concurrence pour pouvoir positionner ce produit. Okay. Il va y avoir toute une partie communication et création des éléments de communication, que ce soit en interne et en externe. Et puis cette notion de formation des équipes internes qui vont porter le message, et ça c'est notamment valable quand on est sur du B2B. En gros, concrètement, ce qu'on fait, c'est que la plupart du temps, on a donc une liste exhaustive de toutes les actions qui peuvent être réalisées pour une fonctionnalité. Et en fonction de son impact, soit sur le consommateur ou le client, et son impact sur le business, voire le niveau de chiffre d'affaires qui est attendu par rapport à cette fonctionnalité, eh bien, on va appliquer un plan plus ou moins complet avec ces différentes actions. Et concrètement, quand on lance un nouveau produit ou quand on migre un nouveau produit, quand on migre vers une nouvelle expérience de produit, on va réaliser toutes ces actions-là. Donc, typiquement, l'année dernière, on a été les premiers à lancer le BNPL, le paiement plusieurs fois directement dans un TPE en magasin. Okay. Et donc, on a fait des communications autour de ça avec le partenaire qui nous accompagne sur ces TPE. On a fait de l'acquisition, du coup, avec la partie growth d'Alma. On a fait des choses sur notre site web, on le présente à des événements. On a fait beaucoup de formations en interne aussi pour pouvoir réaliser des démos. Et puis, le produit nous a fourni aussi toute la connaissance fonctionnelle sur l'utilisation de ce produit. Et puis, nous, on a été aussi comprendre pourquoi est-ce qu'un commerçant irait utiliser Alma dans un terminal de paiement plutôt que juste sur son device qu'il a déjà en magasin. Et puis lui expliquer toute cette expérience consommateur qu'on apporte et qui est vraiment différenciante par rapport au fait de ne pas avoir de solution de paiement plusieurs fois en magasin. Il y a deux questions qui me viennent sur ça. Pour continuer sur vraiment la partie mission, qu'est-ce qui, en tout cas du coup depuis 1 an et demi, a été par exemple un challenge que vous avez du coup avec votre équipe réussi à relever, dont tu es un peu fier? Est-ce que c'est, tu vois, par exemple, tu as à nous partager
une bonne campagne de storytelling ou, je sais pas, le fait de parler de votre produit en interne qui avait trop bien fonctionné et tu n'avais pas mesuré ce succès-là. Ouais, qu'est-ce que tu peux nous partager sur ça? Je pense que le plus gros succès de notre équipe, toutes les quatre au product marketing, c'est vraiment le buy-in interne qu'on a des équipes et notamment des équipes commerciales. C'est-à-dire que le product marketing est vraiment devenu incontournable pour eux en termes d'outils pour leur cycle de vente. Donc, sur la partie concurrence, ils utilisent de manière quotidienne toutes les informations qu'on produit. Ils sont en demande en permanence de nouveaux contenus qui sont réalisés ou mis à jour par nous. Et donc, du coup, on a un niveau de confiance qui est très élevé. Et en contrepartie, on récupère beaucoup d'informations de leur part, que ça soit sur nos commerçants ou sur la concurrence, parce que justement, il y a vraiment cette réciproque et cette confiance qui a été créée grâce à l'équipe et j'ai eu beaucoup de chance, qui avait déjà été initiée par la freelance avant que j'arrive et qui du coup là a vraiment pris énormément d'ampleur depuis un peu plus d'1 an. Oui, parce que du coup, vous êtes plus nombreux sur ce poste-là. Aussi. C'est marrant parce que tu vois, avant notre échange, j'avais absolument pas mesuré à quel point, en fait, ce secteur-là, donc du PMM, était absolument dans un endroit stratégique et qu'en fait, si justement il n'y avait pas ce dont tu es super fier et à juste titre, ce truc de donner autant d'infos et surtout d'accepter d'en recevoir et je sais pas, de ce truc qui se nourrissait mutuellement entre les équipes, j'avais pas mesuré à quel point c'était, tu vois, central cette collaboration avec les autres équipes et surtout dans le fait que vous allez justement réussir collectivement vos objectifs qui sont du coup d'augmenter le revenu. Enfin, tout dépend aussi des moments importants de la boîte, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, un des challenges du product marketing, c'est quand justement on déroule nos plans d'action, il y a des actions qui sont soit dépendantes d'autres équipes, soit réalisées par des autres équipes. Et donc, c'est pour ça que le fait de pouvoir fédérer autour de ça, quand toi, ton lancement de produit, c'est ta priorité, mais que c'est pas la priorité de l'équipe dont tu dépends, pour potentiellement le vendre ou pour le pousser au client, du coup, très vite, ça devient compliqué, voire frustrant pour le product marketing. Et donc, construire cette relation de confiance et cette relation d'échange, c'est hyper important dès le début. Ouais, trop intéressant. Ok, j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat, je le réouvre. Ok, Mélanie qui demande comment est-ce que tu manages les objectifs individuels vs les objectifs de l'équipe au sein d'Alma. Ouais. Donc du coup, chez Alma, chaque équipe a des objectifs d'équipe du coup communs, qui sont beaucoup du coup au niveau du revenu et qui sont assez quantitatifs en général. Donc c'est tu vois, contribution à acquérir tant de nouveaux clients sur tel marché, contribution à l'adoption produit sur tel ou tel marché. Et sur la partie sur les PMM, donc j'ai une personne qui est là du coup depuis un tout petit peu plus longtemps que moi et 2 nouvelles personnes qui sont arrivées du coup en septembre et qui sont en toute fin de période d'onboarding. Donc leurs objectifs personnels évidemment sont pas les mêmes, mais il y a toujours une partie excellence de la fonction PMM, donc vraiment cocher toutes les cases de ce qu'est le product marketing pour moi et donc répondre à ces valeurs qu'on a chez Alma autour du product marketing. Donc, c'est réussir à driver ces plans d'action en temps et en heure avec un commit fort et un sponsorship des équipes qui travaillent avec nous. C'est de savoir mesurer en avance les résultats qui sont attendus sur les plans de lancement et de pouvoir du coup, les mesurer aussi a posteriori. Donc, il y a toute une partie sur vraiment l'excellence et le métier du product marketing. Et puis, elles ont toutes aussi un objectif de développement personnel, plutôt sur la partie soft skills. Donc, on va retrouver des objectifs comme typiquement le leadership, justement, autour de la gestion de projet ou de la prise de parole à l'oral. Mais du coup, c'est important pour moi aussi qu'elles aient toutes un objectif de développement qui leur permet aussi d'atteindre leurs objectifs de carrière à plus long terme, que ce soit chez Alma ou ailleurs d'ailleurs. Trop bien, merci.
Avant que je continue avec des questions un petit peu plus inspirationnelles, les personnes qui sont déjà en poste de PMM, est-ce que vous avez des retours à nous faire, des surprises, des doutes sur, je sais pas, une partie de ce rôle ou de ces responsabilités, ou est-ce que globalement, la façon dont tu es articulé le PMM chez Alma avec Julie, c'est pareil dans vos boîtes. C'est quoi votre sentiment de cette heure de discussion avec Julie? Alors, je vous vois écrire, je vous laisse évidemment formuler vos réponses. Julie, peut-être pendant ce temps-là, moi, il y avait une... Oui, parce que du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu avais une expérience chez Microsoft avant, en tout cas que du coup, tu évoluais depuis quelques temps dans le PMM. Globalement, est-ce que tu dirais que c'est la même chose de faire du PMM dans une grosse boîte que de le faire chez Alma, qui est du coup une startup, scale-up d'ailleurs? Ouais, scale-up, pardon. Ouais, alors pas du tout. Effectivement, parce qu'il y a la taille d'entreprise et donc la maturité de l'équipe product marketing, et notamment chez Microsoft, l'équipe était très mature. Ok. Donc, il y avait une dizaine de PMM répartis sur les tailles d'entreprises différentes et les typologies d'entreprises qui étaient très différentes. Et puis l'autre différence fondamentale que j'ai vue, c'est que chez Alma, on est au siège et donc au centre de la stratégie et des décisions et très très proche du produit. Chez Microsoft, on était en filiale et donc très peu en contact avec le produit et pas du tout au cœur des décisions et de la roadmap produit finalement. Donc c'est Ok. vraiment un des points clés. Du coup, ce que j'ai vu aussi beaucoup, c'est que chez Microsoft, le PMM était aussi co-honneur du chiffre d'affaires réalisé sur le produit, ce qui n'est pas le cas chez Alma, où on est plus un facilitateur et du coup un enabler, comme je disais. En fait, chez Microsoft, on était vraiment quasiment avant-vente et répartis par taille d'entreprise, parce qu'on les adressait vraiment pas du tout de la même façon, évidemment. Et du coup, ce positionnement aussi avec le produit était vraiment différent, puisque chez Microsoft, on était vraiment plutôt en bout de chaîne du produit pour faire le lancement de produit, alors que chez Alma, on est vraiment au début du funnel, puisque on participe aux découvertes produits et aux études en amont de la réalisation de la roadmap. Et puis en termes de voix du marché, du coup, c'est pareil, c'était complètement différent, puisque chez Alma, on est tout près du marché et du produit, et donc du coup, on est vraiment un relais de cette voix, alors que chez Microsoft, beaucoup moins, puisqu'il y avait beaucoup moins de remontées terrain qui étaient faites au produit en direct. Pardon. Non, vas-y. Pardon, donc, globalement, ce que j'entends un peu de cette réponse, c'est que le PMM peut être articulé de façon un peu différente selon, pas la direction, je ne saurais pas vraiment comment utiliser le bon mot, mais le business plutôt, où tu vois, par exemple, c'est des boîtes plus tournées produits, comme je pense à Conto, mais enfin, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais en fait, c'est des articulations qui sont très, très différentes, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça peut être en fonction du marché adressé, ça peut être en fonction de la maturité de l'entreprise et du marché dans lequel elle évolue aussi. Et Ok. effectivement, aussi cette articulation entre est-ce que le product marketing est rattaché au produit, au business ou au marketing. Et donc, en fonction Ouais. du rôle et la coloration du product marketing ne sera pas exactement la même non plus. Mhm. Ok, ça marche. Euh, alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Ah oui, il y a un retour que je voulais lire oui, de Christelle qui disait donc l'émission se séparait pas de mes PMF, les fonctions sont assurées soit par le PM, soit par le responsable. Oui, du coup, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au tout début, Julie, où c'était peut-être pas très pertinent pour toutes les entreprises de déjà avoir ce secteur bien défini. Ouais, tout à fait. Il y a d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la fonction product marketing en tant que telle a mis du temps à éclore, selon moi. C'est parce que ces missions, elles sont essentielles pour la croissance d'une entreprise, et donc elles étaient déjà réalisées par d'autres fonctions, effectivement, très souvent les product managers, mais aussi les responsables marketing. Donc, ça a mis du temps avant qu'on comprenne qu'en fait, ça avait besoin d'être une fonction à part entière. Ouais.
Alors, avant-dernière question, il y a du coup celle d'Alexandre. Quels sont les niveaux de rémunération d'un PMM en fonction de sa seniorité? Ouais, alors là, ça va vraiment complètement dépendre du secteur dans lequel on évolue et puis de l'entreprise. Mais je dirais que en entrée sur un junior PMM, je pense qu'on va être autour de 35-40K à peu près, sachant qu'il y a des entreprises qui ont un variable en PMM et d'autres qui en ont pas. Et puis sur un profil beaucoup plus senior, je pense ça peut aller jusqu'à 90 K quand on est sur un Head of Product Marketing ou Product Marketing Director, voire VP Product Marketing, j'en ai déjà vu. Mais voilà, et puis quand on est sur quelqu'un qui est à peu près senior avec 4-5 ans d'expérience, on est plutôt autour de entre 50 et 60 K, je pense. Ok, trop bien, merci pour ta réponse. La dernière question que je voulais te poser, à moins que... Ah, je vois qu'il y en a une dans le chat. Ah oui, très bien. Et donc ce ne sera pas la dernière. Maïté qui demandait l'organisation et la répartition des ownership avec le marketing. Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas... Ouais. Ouais, du coup, en fait, étant donné que le product marketing est vraiment concentré sur la partie produit offre, le marketing va vraiment être aussi beaucoup sur la partie plus corporate, entreprise, marque et sa diffusion. Et un autre point fondamental, c'est que très souvent, le marketing est honneur des canaux de communication, alors que le product marketing va être honneur des messages et de l'audience cible. Donc, typiquement, quand on travaille avec une équipe growth, on va créer cette segmentation de marché, définir quelles sont les audiences qu'on veut adresser et quels sont les messages qu'on veut leur pousser. Et ensuite, les growth vont utiliser tous ces messages et ces audiences via leurs canaux pour du coup activer les différentes tactiques en fait d'acquisition des clients. Ok. La dernière question que moi je voulais te poser, Julie, c'est plus sur la partie inspi. Même en fait, finalement, toi, veille comment tu as fait pour continuer à te former sur des sujets PMM. Est-ce qu'il y a des boîtes ou des personnalités sur LinkedIn, peu importe, que tu suis de près parce que tu aimes bien leur vision du PMM ou que c'est quelque chose qui te permet, toi, de te remettre en question et de continuer à apprendre? Ouais, t'en as cité une. Je regarde beaucoup ce que fait Conto, ce que fait Alan, ce que fait Spendesk, et on Ok. fait en sorte d'échanger régulièrement avec eux. Et puis on fait en sorte aussi de faire partie de communautés de product marketing dans lesquelles on peut échanger. Donc il y en a une qui est animée notamment par Conto, mais on regarde aussi beaucoup ce que fait PMM Alliance aux États-Unis. Et du coup, étant donné qu'ils sont très avancés aussi là-dessus, on fait partie de leur communauté. Et puis on participe à leurs événements. On regarde aussi beaucoup les publications de TIGA, de The Product Crew. Et puis, très récemment, j'ai rejoint une communauté qui s'appelle Product Marketing Lab, justement pour échanger sur des problématiques très spécifiques autour du PMM. Ok. Donc, on a la chance qu'il y ait de plus en plus de choses qui se passent autour de ça et que du coup, on puisse se nourrir les uns les autres autour de ce métier. Oui, et puis enfin, en vrai, l'importance de un peu la communauté, mais surtout d'échanger, j'ai le sentiment, en fait, finalement, sur les problématiques qui peuvent être propres à un métier qui, on le voit, se quand même pas démocratise, mais prendre plus de place dans pas mal de startups scale-up. Mais effectivement, cette partie échange, je pense qu'on ne dira pas assez à quel point c'est important. Ouais. Merci beaucoup, Julie, pour cette heure qu'on a un tout petit peu dépassée, mais merci beaucoup d'être restée. Je vois que personne s'est déconnecté, donc c'est très cool. J'espère que vous avez apprécié ce moment. C'était très chouette. Juste, moi, franchement, j'ai appris plein de trucs. J'aurais bien aimé qu'on reste encore plus longtemps, mais bon, la pause déj de 12 à 13, c'est déjà très, très bien. Je vous dis à très vite avec Christelle, pas du tout. Avec Céline, pardon, que vous avez vu animer le chat. On se fait un petit récap, donc écrit, qu'on vous enverra directement sur votre boîte mail. Et bien sûr, vous aurez aussi du coup accès au replay sur ce même mail. Et voilà, je vous dis évidemment à très très vite. Et encore merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très bonne journée.